Berkoff dans tous ses états, midi 13h, Arthur Delaborde. Et Arthur Delaborde qui reçoit aujourd'hui Mathieu Bock-Côté, le sociologue québécois qui est déjà venu ici avec André Berkoff pour son livre L'Empire du politiquement correct. Mais aujourd'hui, on va surtout parler du souverainisme, du mondialisme et de ses conséquences sur l'épidémie de Covid-19. Bonjour Mathieu Bock-Côté. Bonjour. Et bonjour à vous, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Et tout d'abord, on voulait vous demander si vous établissez un lien direct entre cette pandémie que nous connaissons et la mondialisation. Il y en a une presque naturellement, pourrait-on dire, à cause de la rapidité de la circulation dans le monde d'aujourd'hui, du fait que ce qui se passe, pour reprendre la formule, quelqu'un éternue en Chine et finalement la planète tremble dans les circonstances. Donc évidemment, on est dans un environnement mondialisé où le très lointain devient le très proche tout en même temps. Ensuite, c'est aussi l'autre aspect, c'est on a vu les efforts immenses mobilisés dans la course au vaccin. Ça témoigne aussi du fait que la mise en commun de ressources sur un plan circonstanciel, ça permet aussi de répondre à une crise de cette envergure, ce qui n'abolit pas ensuite, et on l'a vu, la diversité des pays, la diversité des nations, la diversité des stratégies, la diversité des comportements de la population par rapport au virus. Donc, je dirais que la crise exacerbe les tendances déjà profondes, c'est-à-dire la diversité du monde demeure, et par ailleurs la mondialisation est un fait incontournable de notre temps. Et cette réponse à l'échelle globale que vous avez évoquée à travers la vaccination, on l'avait déjà observé ça à travers l'histoire, en tout cas de manière aussi intensive, aussi rapide? Je pense qu'il y a quelque chose d'assez unique en ce moment, c'est-à-dire il y a eu une mobilisation extrême de toutes les forces disponibles, et ce qui par ailleurs, je le redis, ne faisait pas disparaître les intérêts nationaux, c'est-à-dire il y avait une course au vaccin, est-ce que les Russes allaient l'avoir le premier, le vaccin chinois, ensuite en Occident, quand vient le temps crucial, vous le voyez chez vous, on le voit chez nous, de la distribution des vaccins, eh bien, si on a une industrie pharmaceutique, si on a des capacités industrielles pour être capable de le produire, dans quelle mesure la dose de vaccin, le rythme de la vaccination, ça nous rappelle justement à quel point chaque pays ensuite défend ses intérêts. Je crois que c'est Adam Smith qui disait « There's no gift between nations ». Eh bien, ça, les nations ne se font pas de cadeaux. On en a encore la preuve en ce moment. Donc, ce sont des tensions insurmontables, mais on a été capable, là, c'est assez... Il y a un exploit finalement en cette fin d'année. C'est les efforts immenses ont permis de dégager une sortie de crise quelque part en 2021. Ne décidons pas dès maintenant du mois. Alors, souvenez-vous, en mars, le souverainisme revenait un petit peu en vogue, surtout durant la première partie de 2020. Et puis, même des mondialistes convaincus reconnaissaient qu'il fallait peut-être plus de local, peut-être plus de frontières. Et maintenant, aujourd'hui, avec cette course au vaccin et, comme vous le dites, ces efforts collectifs et ces coopérations internationales, on a l'impression qu'on revient au mondialisme finalement. Je le dirais pas comme ça. C'est-à-dire que, est-ce que cette crise nous a révélé, par exemple, le fait qu'un pays qui n'a pas une capacité industrielle forte pour affronter, pour la question des masques, par exemple, les équipements médicaux, au tout début de la crise, la production du vaccin aujourd'hui, est-ce que la crise nous a révélé par ailleurs la question de la production locale? Est-ce qu'on voit aujourd'hui tout le problème qu'il y a avec une espèce d'économie à ce point intégrée sur le plan mondial que quelquefois les ressources de base, les pays peinent à les produire par eux-mêmes? Donc, est-ce qu'il y a cette crise, la question des frontières, en ce moment on le voit avec le Royaume-Uni, la tentation légitime de bloquer les frontières en disant mais là le virus est contenu. En fait, il était un peu plus rapide que nous, mais cette idée que le virus n'a pas de passeport, c'est une idée un peu sotte. Je veux dire, les porteurs du virus ont des passeports. Donc, je pense que la crise nous aura laissé certainement l'idée qu'il doit y avoir un retour des frontières, un retour des États, un retour de la capacité de protection, la fonction régalienne des États. Et là, c'est à ce moment qu'on peut rappeler que ce qu'on appelle le souverainisme de votre côté de l'Atlantique, la défense de la souveraineté des États, ça n'a jamais été contradictoire avec l'idée d'une coopération entre les nations. Il n'y a aucun souverainiste qui s'est dit je suis pour la souveraineté de la France, je ne veux plus collaborer. Oui. C'est peut-être pas le bon mot chez vous, coopérer avec l'Italie, la France, la Grande-Bretagne, le Canada. Il n'y a pas un souverainiste sur Terre qui a envie de... C'est pas un principe nord-coréen, la souveraineté. C'est simplement cette idée qu'on va être responsable de nos choix, de nos décisions. Je note, soit dit en passant, que les Britanniques, en cette fin d'année, rendent hommage au principe de souveraineté en regagnant leur pleine indépendance politique avec le Brexit. Alors ça aussi, ça fait partie de l'année 2020. Mais d'ailleurs, vous prônez un libéralisme modéré, tempéré, c'est exactement ce que vous dites. Mais qu'entendez-vous par là? Est-ce que c'est des marchés communs, des coopérations internationales ponctuelles, des traités de libre-échange à tout va? Est-ce qu'il n'y a pas une nuance à trouver là-dedans?
Ah ben oui, mais je pense que là, vous savez, Chesterton disait très justement que la politique, il disait même des choses humaines en général, ça consistait à tenir ensemble des nécessités contradictoires, mais également nécessaires. Donc, liberté et égalité, autorité et dissidence. Eh bien, aujourd'hui, tirer avantage de la possibilité de la coopération internationale, tant sur le plan économique, sur le plan technologique que sur le plan scientifique, très bien, et la nécessité d'assurer l'autodétermination des peuples, leur souveraineté, leur indépendance, très bien aussi. La question du souverainisme tel qu'elle est apparue en Europe dans les années 90, c'est qu'on a vu avec la construction européenne, la construction d'une forme d'empire à prétention humanitaire et juridique qui conjuguait la faiblesse de chacun, mais sans réussir à créer la puissance de tous. Et c'est ce qui fait que plusieurs nations sont aujourd'hui très réservées sur l'Union européenne. Et je comprends ça parfaitement. Mais le fait est justement qu'on doit être capable de trouver des modes de coopération. Pensez au général de Gaulle, qui est bien vu de citer avec raison. De Gaulle n'était pas hostile à la coopération européenne. Il croyait qu'elle devait se faire entre États et nations et non pas au service d'une super bureaucratie qu'on dirait aujourd'hui bruxelloise. Des États-Unis d'Europe. Une super bureaucratie impériale. Alors ça, moi je suis le principe impérial, je m'en méfie lorsqu'il vient des États-Unis, je m'en méfie lorsqu'il passe par Bruxelles, je m'en méfierais s'il revenait par Moscou. La souveraineté des nations demeure un principe d'organisation du monde. Alors c'est tombé ce mercredi, il faudra un test négatif au Covid-19 pour pouvoir venir à Ottawa, donc votre pays. En plus d'une quarantaine, il y a beaucoup de pays qui ont pris ces décisions très fermes sur les frontières d'un point de vue sanitaire. Mais est-ce que ces décisions fermes sur les frontières peuvent se décliner après sur, par exemple, l'immigration, les flux humains ? Ben, je pense que oui. Ça, vous savez, on n'a pas eu besoin de la pandémie pour savoir qu'il fallait véritablement maîtriser les flux ça n'a pas forcément été mis en œuvre. Non, mais voilà, c'est-à-dire on nous expliquait que ce n'était pas possible. On nous expliquait plein de choses qu'on nous expliquait qui n'étaient pas possibles, que la pandémie a rendu possible. Ce qui est certain, par ailleurs, et ça, je pense que c'est aussi une question de ligne idéologique, il y a quand même, vous parliez du mondialisme tantôt, c'est un terme que j'affectionne pas tant parce que c'est un terme très connoté, mais disons que la passion exagérée pour la mondialisation, la dissolution des États, des frontières, des nations et des cultures, ça fait un mal immense au monde depuis une trentaine d'années. Et je crois que retrouver la maîtrise des frontières, c'est même une condition élémentaire du débat démocratique aujourd'hui. Ce que vous appelez les populismes qui émergent aujourd'hui ne sont rien d'autre que des cris de détresse, des appels à l'aide des peuples qui se sentent dépossédés politiquement, démocratiquement, mais aussi sur le plan de la culture et l'identité. Et l'immigration aujourd'hui est une question fondamentale, une question centrale. La maîtriser est une nécessité démocratique et une nécessité, on pourrait dire au sens plus large, une nécessité d'époque, une nécessité d'histoire. Je crois qu'au terme de la crise, dans quelques mois, ces questions vont continuer de se poser et peut-être que notre imagination politique se sera un peu élargie et enrichie. Bah écoutez, nous avons des appels au 0826 300 300. Nous avons d'ailleurs deux appels, les femmes d'abord, avec Corinne qui nous appelle de Chamonix. Bonjour Corinne. Oui, bonjour Sud Radio et meilleurs vœux. Bonjour à vous Corinne. Meilleurs vœux, absolument. Donc, moi je vais venir sur plusieurs sujets. Déjà, je voulais pas votre interlocuteur là, l'autre d'avant, en disant l'Afrique. Est-ce que l'Afrique, c'est peut-être pas et l'Asie? Est-ce qu'ils mangent peut-être plus sainement et moins... Moins industriels peut-être, oui. Moins industriel. Donc voilà. Maintenant, moi, je voulais parler de la mondialisation. C'est bien un grand mot parce que maintenant, on utilise des grands mots pour expliquer. Est-ce que c'est pas la cupidité plutôt que la mondialisation? Parce que moi, je me rends compte que quand même, on désertifie la planète pour faire de l'huile de palme et personne ne dit rien. Hein. Et les pauvres encore... Déjà, les pauvres, on leur a pris le pétrole, on leur prend le gaz, puis maintenant, on leur enlève les arbres. Et donc moi je me dis que ça c'est pas très bon pour la planète. Quand à un moment dans les cantines pour les enfants on met ça à Sodexo qui fait des prix les moins chers avec des produits importés dont on ne sait pas d'où et préparés on ne sait pas comment, est-ce que là nos responsables politiques n'ont pas eu des défaillances depuis 20 ans? Parce que maintenant, les enfants, ils sont un peu obèses ou ils ont des problèmes de santé et donc ils sont plus à même à avoir moins d'immunité et peut-être que le virus ira plus facilement. Donc, vous voyez, il y a plein de choses comme ça que je pense que c'est pas la mondialisation, c'est la cupidité. Et je trouve que depuis des années, c'est un problème, c'est un gros problème. Et d'avoir laissé l'agroalimentaire avoir la main mise sur des plats préparés avec des colorants, avec du sel, avec du sucre où on est accro. Tout ça, ça fait que nos corps, dans des pays industrialisés, notre corps a de moins en moins d'immunité. Mathieu Bock-Côté, ce lien entre cupidité et mondialisation que vient de... Vous savez, Corinne.
La cupidité est dans le cœur de l'homme depuis la nuit des temps, avant la mondialisation, pendant la mondialisation, après la mondialisation, la tentation, l'avidité, le désir du bien de l'autre. Alors ça, en ces matières, moi je crois, ça c'est mon conservatisme irréductible qui parle ici. La nature humaine est une nature traversée par le mal et le bien, mais surtout dominée par la médiocrité. Donc que la cupidité se déploie aujourd'hui comme il se déployait hier et se déploiera demain, ça, nulle surprise. Mais quand on parle de mondialisation, c'est que l'idée aujourd'hui, c'est que cette espèce de rapidité des flux, de dilution des frontières, d'illusion d'une proximité absolue. Soit dit en passant, mondialisation rime souvent avec américanisation. Il faut peut-être le dire aussi, ça. Un autre élément de l'année 2020 qu'on ne va pas oublier, c'est l'effet de contamination idéologique qui nous vient des États-Unis sur beaucoup d'autres sujets. Je vais donner l'exemple de l'affaire Floyd. Autant les Américains sont traversés par une question noire depuis longtemps et c'est une question profonde qui remonte à l'esclavage, qui remonte à la ségrégation, mais c'est une histoire américaine. Moi, ce qui me fascine, c'est à quel point les catégories mentales américaines s'exportent incroyablement chez nous, au Québec, au Canada, mais aussi en Europe, comment chaque nation tend aujourd'hui à traduire son expérience politique, son expérience historique dans les catégories et les concepts issus de l'histoire et de la société américaine. Ça aussi, c'est la mondialisation qui masque issue d'américanisation, mais c'est un élément majeur de 2020. Nous ne vivons plus notre propre actualité, nous vivons l'actualité des autres, des Américains, mais en croyant y participer à cause de l'effet de l'illusion d'homogénéité produite par les réseaux sociaux, par Instagram, par Netflix, par Amazon, par l'industrie du divertissement hollywoodien. Je dirais que c'est l'autre épidémie idéologique de 2020, c'est-à-dire l'esprit, le wokisme américain, comme on dit, l'esprit woke, cette espèce de tentation politique. Oui, les social justice warriors. Qui se déploie partout. Voilà, ça aussi, c'est un élément de 2020. Et mondialisation rime ici, cette fois, avec le fait qu'on ne vit plus dans sa propre société et sa propre réalité. Ça, c'est un élément qui devrait susciter quelques questionnements. Écoutez, on a un autre appel au 0826 300 300 qui répond à cette question. Cette pandémie va-t-elle modifier notre système mondial et nos modes de vie? Et nous sommes avec Herriot de Perpignan. Bonjour Herriot. Oui, bonjour, meilleurs vœux à tous. Et merci à Sud Radio déjà pour avoir un standard qui n'est pas surtaxé pour l'ensemble des Français. Et deuxièmement, merci à toutes les équipes de Sud Radio pour les très bonnes émissions et bien entendu aux auditeurs. Et merci à vous de nous écouter. Étant donné que les émissions se font à deux, le journaliste et l'auditeur. Donc je voulais un peu relativiser déjà, est-ce que nous sommes en pandémie? Je rappelle que ça représente 1,8 million de décès dans le monde, soit 9000 décès à peu près par jour. Je rappelle qu'il y en a autant qui meurent de faim. On a à peu près 10 millions de cancers, de décès du cancer, 5 millions d'AVC ou dus au tabac. Donc voilà, on a affaire à un virus. Ce qu'on peut remarquer aussi sur en 2020, c'est aussi la mondialisation des fake news. Et on l'a vu un peu en France, on a un conseil de défense, mais on n'est pas en guerre. Voilà, on utilise un conseil de défense pour verrouiller le pouvoir, mais est-ce que les chiffres sont bons? Un médecin, cette semaine, a bien dit que de toute façon, si on prend les tests, sur les tests PCR, les médecins n'avaient même pas le nombre de CT, de cycles qui étaient réalisés pour savoir la dangerosité du virus. Voilà. On est pris par le temps, on pourrait en parler des heures. Herriot. Merci Herriot et merci à Mathieu Boccoté qui était avec nous. C'était très intéressant. On a parlé mondialisation, souverainisme, mais aussi de l'importation, de l'américanisation de la société. Et puis, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine avec André Berkoff. Et oui, il sera de retour. Et bien évidemment, on vous souhaite une très très bonne année. Et puis tout de suite, Jacques Pessis reçoit l'académicien Xavier Darcos. Merci à vous.